Ce matin, une page s'est tournée au Moyen-Orient, pas une simple tension de plus, pas un énième échange de déclarations musclées entre puissances rivales. Ce qui s'est produit cette nuit dépasse tout ce que la région a connu depuis des années. Si vous découvrez cette information en ce moment même, je vous invite à rester jusqu'au bout, parce que ce qui suit va changer votre façon de voir le monde. Des installations militaires américaines, ancrées dans le Golfe depuis plusieurs décennies, véritables symboles de la stabilité régionale, ont été visées dans la nuit. L'ambassade des États-Unis à Manama, capitale du Bahreïn, a fermé ses portes au public. Son personnel est confiné à l'intérieur, en attente, dans un silence pesant. La raison est désormais connue de tous. L'Iran a franchi le pas, transformant des années de rhétorique en actes concrets et dévastateurs. Avant d'aller plus loin, dans l'analyse de ce qui s'est passé au cours des dernières 24 heures et de ce que cela implique pour l'équilibre mondial, pensez à vous abonner et à laisser un like sur cette vidéo. Nous suivons cette crise minute par minute et les semaines à venir s'annoncent déterminantes pour l'avenir de l'économie mondiale. Vous ne voudrez pas manquer la suite. Alors restez avec nous et entrons dans le vif du sujet. Ce que nous observons n'est pas un incident isolé. C'est une riposte organisée, massive et assumée. Pour en saisir toute la portée, il faut remonter quelques jours en arrière. Les États-Unis et Israël ont conduit une opération militaire conjointe contre des objectifs situés sur le territoire iranien. Le discours officiel parlait d'une frappe ciblée et maîtrisée, mais la réalité qui a émergé dans les jours suivants raconte une histoire bien différente. Des informations non vérifiées, rapidement reprises par de nombreuses sources indépendantes, suggèrent que les frappes ont touché bien plus que des infrastructures militaires. Une affirmation particulièrement grave circule désormais. L'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la République islamique d'Iran, aurait perdu la vie lors de cette attaque initiale. Confirmée ou non, cette information a suffi à déclencher une réponse d'une intensité sans précédent de la part de Téhéran. Du point de vue iranien, une ligne rouge absolue venait d'être franchie. Et la réponse a été à la mesure de ce que le régime avait annoncé depuis longtemps. Dans la nuit de vendredi, heure locale, les gardiens de la révolution islamique ont enclenché ce qu'ils ont officiellement nommé l'opération Vraie Promesse 4. Ce n'était pas un signal d'avertissement, c'était une offensive totale, avec une puissance de feu rarement déployée dans cette région. Des centaines de missiles balistiques et de drones de combat ont été lancés en simultané vers plusieurs cibles. Mais ce qui rend cette opération historiquement différente des précédentes, c'est la direction choisie par l'Iran. Jusqu'ici, Téhéran visait principalement le territoire israélien, ou s'appuyait sur des groupes alliés pour mener des frappes ponctuelles en Irak ou en Syrie. Cette fois, les trajectoires ont pointé vers le sud, vers le cœur du Golfe Persique. Et tout change avec cela. La liste des cibles atteintes suffit à mesurer l'ambition stratégique de l'opération iranienne. Le Koweït a été frappé en premier avec des missiles visant la base aérienne d'Ali al-Salem, une infrastructure majeure accueillant des contingents américains et des forces de la coalition internationale. Les autorités italiennes ont formellement confirmé des dommages importants sur la piste d'atterrissage. Des soldats italiens étaient présents sur place, ce qui entraîne mécaniquement plusieurs nations européennes dans ce conflit. Le Qatar représentait une cible encore plus symbolique. Ce pays abrite la base aérienne d'Al-Udeid, peu connue du grand public, mais capitale sur le plan stratégique. Il s'agit de la plus grande base militaire américaine de toute la région du Moyen-Orient et du quartier général avancé du commandement central des États-Unis. Environ 10 000 soldats américains y sont déployés en permanence. Des vagues successives de missiles iraniens l'ont prise pour cible dans la nuit. Le dispositif de défense qatari a fonctionné, mais aucun système n'est infaillible face à une telle densité de feu. Les Émirats arabes unis ont également été visés. Aussi bien Abu Dhabi que Dubaï, ces deux métropoles incarnent aux yeux du monde entier la modernité, la prospérité et la sécurité dans cette région. Un incendie a éclaté au port de Jebel Ali, l'un des hubs logistiques les plus importants de la planète. Les tours Etihad à Abu Dhabi ont été endommagées par des débris, faisant plusieurs blessés parmi la population civile.
Ces noms ont une résonance internationale et leur mise en danger modifie profondément la perception de ce conflit. La frappe la plus lourde de sens et potentiellement la plus dangereuse sur le plan stratégique a eu lieu à Bahreïn. C'est là que se trouve le quartier général de la 5e flotte de la marine américaine, l'une des forces navales les plus puissantes déployées dans le monde. Des images filmées à Manama montrent d'épaisses colonnes de fumée noire montant du district de Dufer à quelques centaines de mètres à peine de la base navale. L'ambassade américaine a immédiatement déclenché l'alerte maximale. Confinement total, sans exception, sans délai. Le Pentagone maintient pour l'instant un silence officiel, ce qui correspond à la procédure habituelle lorsqu'une évaluation des dommages est en cours sur le terrain. Mais des informations qui filtrent, en dehors des canaux officiels, décrivent une situation d'une ampleur considérable. Les gardiens de la Révolution revendiquent publiquement au moins 200 militaires américains tués ou blessés. Ce chiffre provient d'une source directement impliquée dans le conflit et ne peut donc être considéré comme fiable, mais sa diffusion publique illustre le niveau d'escalade délibérément recherché par Téhéran. Pour un observateur extérieur, on pourrait être tenté de relativiser. Des missiles ont été interceptés, quelques débris sont tombés et la situation semble contenue. Mais ce serait passer à côté de l'essentiel. Ce qui s'est brisé cette nuit, c'est un pacte implicite qui tenait depuis plusieurs décennies. Les États du Golfe, qu'il s'agisse de l'Arabie Saoudite, des Émirats, du Qatar ou du Koweït, avaient accepté d'accueillir des bases américaines sur leur sol en échange d'une garantie de protection. Cette garantie reposait sur une promesse non écrite, mais universellement comprise. En échange de votre hospitalité et de votre coopération militaire, nous veillerons à ce que la guerre reste loin de vos frontières et de vos populations. Cette promesse a volé en éclats dans la nuit de vendredi à samedi. Lorsque des missiles illuminent le ciel de Dubaï, lorsque des explosions font trembler les façades des tours du Golfe, le calcul politique de ces gouvernements change du tout au tout. Les États-Unis se retrouvent dans une position extrêmement inconfortable. D'un côté, ils ont l'obligation de protéger leurs soldats et leurs infrastructures militaires dans la région. De l'autre, ils doivent maintenant gérer des alliés qui viennent de voir leur neutralité soigneusement entretenue depuis des années réduite à néant en l'espace d'une seule nuit. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont condamné les frappes, mais en coulisses, une interrogation profonde s'est installée. Washington les a-t-il involontairement précipités dans un conflit qu'ils avaient toujours refusé de rejoindre ? La dimension économique de cette crise est tout aussi alarmante que son volet militaire. Le détroit d'Ormuz se trouve à portée de décision immédiate de l'Iran. Si Téhéran choisit de franchir ce pas supplémentaire et de bloquer ce couloir maritime stratégique, 20% de l'approvisionnement pétrolier mondial serait immédiatement interrompu. Les marchés réagissent déjà avec une hausse visible des prix du brut, et si des navires pétroliers commencent à être pris pour cible, une attaque contre le tanker Skylight au large d'Oman a d'ailleurs déjà été signalée, le monde s'exposerait à une crise énergétique d'une sévérité inédite. Alors que le soleil se lève sur le Golfe et que la fumée commence lentement à se dissiper, le brouillard de la guerre, lui, ne fait que s'épaissir. Les ambassades américaines sont verrouillées, les bases militaires ont subi des dommages et l'Iran promet de poursuivre ses opérations. La question fondamentale qui se pose maintenant est celle-ci. Que vont décider les États du Golfe ? Vont-ils assumer le risque de rester dans le camp américain au prix de devenir des cibles permanentes ? Ou vont-ils chercher à s'éloigner de Washington pour préserver la sécurité de leur population ? Mais voici où la situation se complique encore davantage. Pendant que les militaires font le bilan et que les diplomates rédigent leur communiqué, un autre phénomène est en train de se produire sur le terrain, dans les grandes villes du Golfe. Un phénomène qui pourrait à terme s'avérer plus lourd de conséquences que les seuls dommages matériels. Les résidents de ces métropoles, les investisseurs qui y ont placé des milliards, les touristes qui fréquentent leurs hôtels et leurs plages, tous ces gens regardent avec les images en direct et se posent une même question. Cette question, la voici. Le Golfe est-il encore une destination sûre ? Prenons l'exemple de Dubaï. Si vous avez eu la chance de vous y rendre, vous connaissez le Palm Jumeirah.
C'est le symbole absolu de la réussite urbaine moderne dans le monde arabe. Des îles artificielles, des résidences d'exception, des établissements hôteliers de classe mondiale. La nuit des frappes, des familles dînaient en terrasse face à la mer, des promeneurs longèrent le front de mer. Et puis le ciel a changé de couleur. Pas à cause de feux d'artifice. Des témoins décrivent des déflagrations qui ont fait vibrer les vitres et les structures des bâtiments sur le Palm Jumeirah. Un établissement hôtelier de luxe a été endommagé par des débris. Prenez un instant pour mesurer ce que cela signifie. Il ne s'agit pas d'une base militaire isolée au milieu du désert. Il s'agit de la carte postale la plus célèbre du Moyen-Orient, d'un lieu qui attire chaque année des millions de visiteurs venus du monde entier. Le message délivré par les gardiens de la Révolution est sans équivoque. Aucun endroit n'est à l'abri. Il est maintenant indispensable d'examiner les conséquences économiques concrètes de cette nuit, parce qu'elles concernent directement chacun d'entre nous. Quand le Palm Jumeirah est touché, quand le port de Jebel Ali prend feu, quand l'aéroport international d'Abu Dhabi figure sur une liste de cibles potentielles, c'est l'économie mondiale qui vacille. Jebel Ali n'est pas un port parmi d'autres. C'est la principale porte d'entrée des flux de marchandises vers le Moyen-Orient tout entier, traitant des millions de conteneurs par an. Si ce port devait interrompre son activité pendant plusieurs semaines, les répercussions sur les chaînes d'approvisionnement mondiales seraient immédiates et douloureuses. Les signes avant-coureurs sont déjà là. Les armateurs revoient leur règlement. Leurs itinéraires, les primes d'assurance pour les navires traversant le détroit d'Ormuz ont explosé et certains assureurs refusent désormais catégoriquement de couvrir des navires à destination des ports du Golfe. Ce renchérissement du transport maritime se traduira inévitablement par une hausse des prix à la consommation dans de nombreux pays. Le bilan humain de cette nuit mérite également une attention particulière, car les informations qui remontent sont préoccupantes. Les gardiens de la Révolution revendiquent 200 morts ou blessés côté américain. Ces chiffres émanent directement d'une partie au conflit et doivent donc être traités avec la plus grande prudence. Voici en revanche ce qui a été officiellement confirmé, un civil tué à Abu Dhabi, un ressortissant pakistanais. 8 blessés au Qatar, dont un dans un état grave. 12 points d'impact ont été recensés en Jordanie liés à des débris de missiles. À Bahreïn, des immeubles résidentiels situés dans le district de Jufer, en bordure immédiate de la base navale américaine, ont été atteints par des éclats et des engins volants non identifiés. Des vidéos relayées sur les réseaux sociaux montrent des colonnes de fumée s'élevant de tours d'habitation dans le centre de Manama. Ce ne sont pas uniquement des cibles militaires qui ont été frappées. Ce sont des lieux de vie, des quartiers habités, des foyers ordinaires. Cela nous amène à l'un des aspects les plus révélateurs de cette crise, la réaction des États arabes du Golfe. Si l'on s'en tient à la représentation souvent simplifiée des médias, l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar et le Koweït ne seraient que des relais dociles de la politique américaine dans la région. Mais la réalité est bien plus nuancée. Depuis des années, ces pays ont mené une politique d'équilibre subtil entre leur partenariat stratégique avec Washington et la nécessité pragmatique de coexister avec l'Iran, leur voisin immédiat. Ils ont multiplié les initiatives diplomatiques, maintenu des canaux de dialogue ouverts avec Téhéran et cherché systématiquement à éviter toute confrontation directe. Mais après cette nuit du samedi, cet équilibre patient et fragile semble avoir définitivement volé en éclats. La déclaration du ministère saoudien des Affaires étrangères est particulièrement éloquente. Riyad a condamné ce qu'il qualifie d'agression iranienne flagrante et de violation manifeste de la souveraineté de plusieurs États arabes voisins. L'Arabie saoudite n'a pas simplement exprimé son inquiétude ou appelé au calme. Elle a utilisé le mot agression, parlé de brutalité et affirmé qu'elle mettait l'ensemble de ses capacités à la disposition des pays frappés. C'est un signal diplomatique extrêmement fort. La réaction du Qatar est peut-être encore plus significative. Doha, qui joue habituellement le rôle de médiateur discret entre les différentes parties du Moyen-Orient, a officiellement condamné les frappes comme une violation flagrante de sa souveraineté et une menace directe contre sa sécurité nationale. Quand le Qatar emploie ce registre,
c'est que quelque chose de profond a changé dans son positionnement stratégique. Le Koweït, qui préfère d'ordinaire rester en retrait des confrontations régionales, a confirmé que ses systèmes de défense aérienne avaient intercepté plusieurs missiles ciblant la base d'Ali al-Salem. À l'échelle internationale, les réactions se multiplient. La France réclame une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. La Russie appelle à un retour immédiat à la voie diplomatique. Un faux commun. Le Canada et l'Australie ont tous deux exprimé leur soutien aux efforts américains visant à empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. On voit se dessiner un alignement des grandes démocraties anglophones derrière Washington. Mais pendant ce temps, d'autres acteurs majeurs gardent le silence et font leurs propres calculs. La Chine, dont les liens économiques avec l'Iran sont étroits et stratégiques, et l'Inde, qui dépend massivement du pétrole du Golfe pour alimenter sa croissance. Ces deux puissances observent, mesurent et évaluent où se trouvent leurs véritables intérêts. La dimension nucléaire reste au cœur de tout ce qui se joue. Paul Salem, analyste au Middle East Institute, estime que l'administration américaine mise sur une campagne courte et décisive, capable de produire des résultats visibles en quelques semaines, tout en maintenant les pertes humaines et le risque politique intérieur à un niveau acceptable. Mais cette stratégie repose sur une hypothèse fragile. L'Iran n'est pas une puissance régionale qui encaisse les coups sans répliquer. L'Iran dispose d'options, de capacités et d'une volonté affirmée de les utiliser. L'une de ces options, et non des moindres, c'est le détroit d'Ormuz. Ce passage maritime relie le golfe Persique à l'océan Indien ouvert. C'est la seule voie d'évacuation possible pour le pétrole produit en Arabie Saoudite, en Irak, au Qatar, au Koweït et aux Émirats Arabes Unis. Environ 20% de la production pétrolière mondiale totale transite chaque jour par ce couloir de quelques dizaines de kilomètres de large. Et selon les médias d'État iraniens, le trafic des pétroliers dans le détroit s'est d'ores et déjà complètement arrêté. Les systèmes de surveillance du trafic maritime international confirment que des dizaines de navires sont immobiles dans les eaux environnantes. Ils attendent, ils n'osent pas bouger. Des compagnies de transport maritime et des négociants en énergie ont émis des ordres d'urgence suspendant tout mouvement de pétroliers et de navires citernes dans le détroit. Des gouvernements européens ont demandé à leurs navires battant leur pavillon de rester à l'écart. Avant cette crise, le baril de Brent se négociait autour de 66 $. Les analystes de HSBC évoquent désormais un seuil de 80 $ en cas de perturbation, même brève. D'autres experts vont beaucoup plus loin, envisageant un baril à 100 $ ou au-delà si l'approvisionnement venait à être réellement coupé de manière durable. Rappelez-vous ce que nous avons tous vécu lors du conflit en Ukraine, quand les prix de l'énergie ont flambé et pesé lourdement sur le pouvoir d'achat des ménages dans le monde entier. Un scénario similaire, voire plus sévère, se profile à l'horizon si la situation continue de s'emballer. L'analyste Abdulkalek Abdallah résume la situation avec une brutalité désarmante. L'Iran commet une erreur stratégique en s'aliénant les pays qui lui sont géographiquement les plus proches. Deux scénarios se dessinent maintenant de manière très claire. Le premier est celui de la désescalade. Les deux camps considèrent qu'ils ont suffisamment démontré leur détermination, chacun revendique une forme de victoire sur la scène intérieure et des négociations reprennent discrètement en coulisses. Le second scénario est celui de l'escalade continue. De nouvelles frappes, de nouvelles représailles, un engrenage qui aspire progressivement les États du Golfe dans le conflit, qui pousse l'Iran à fermer le détroit d'Ormuz et qui envoie les marchés de l'énergie dans une spirale incontrôlable. Lequel de ces deux chemins sera emprunté dans les prochains jours ? Honnêtement, personne ne peut le prédire avec certitude, car cela dépend de décisions qui se prennent dans des salles fermées, loin des caméras et des micros. Mais une chose est sûre, le Moyen-Orient que nous connaissions hier n'existe plus. L'époque où les métropoles du Golfe semblaient intouchables, où les bases américaines faisaient figure de sanctuaires inviolables, où le pétrole circulait librement malgré les turbulences politiques, cette époque est bel et bien révolue. Nous sommes entrés dans une ère nouvelle, et nous serons là à chaque étape pour vous aider à la comprendre et à en mesurer les conséquences.